Hello Camille. Salut. Mais quel honneur de t'avoir ici. Eh bien, merci, je suis ravie. Je suis trop contente. Merci d'être ravie et je suis trop contente de t'avoir chez nous. Ben merci, ça fait plaisir. Comment tu vas? Bah ça va super bien. Je rentre de vacances, donc tout va très bien. Mais oui, du soleil. Ouais, je disais à Camille, en fait, ça fait bizarre de t'appeler Camille, on a envie de t'appeler Nolita. Tu peux, comme tu veux. Non, Camille, c'est bien. Mais je disais, t'es hyper bronzée, t'as l'air en pleine forme, t'es toute belle, tu rayonnes. Merci, c'est gentil. Et j'ai trop hâte de tout savoir sur toi. Ben, j'ai hâte aussi. Hein. Est-ce que tu peux te présenter, Camille? Bon, même si beaucoup de personnes te connaissent déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah, du coup, donc Camille, alias Nolita sur les réseaux sociaux, comme tu viens de le dire. Ça fait 11 ans que je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis un peu arrivée dans la toute première vague. Au tout départ, je vais avoir 34 ans. Et donc, je fais ça depuis 11 ans et je suis aussi dans l'entrepreneuriat. J'ai créé plein de sociétés depuis ces dernières années. Et voilà, et je vis à Paris, entre Paris et Ibiza, et je partage mon quotidien sur les réseaux. Quelle vie de dingue, quel parcours de dingue. Bon, tu te doutes bien que j'ai 1 milliard de questions à te poser. C'est un peu mon rôle. Moi, je suis un peu je vais enquêter dans le parcours de vie des gens, je veux tout comprendre et pourquoi et comment et quand ça a commencé, qu'est-ce que tu as ressenti, etc. Donc ça va être un peu l'objectif de cet échange. Génial. Du coup, ma première question pour toi, Camille, c'est comment tout a commencé? En fait, moi, j'ai une question. Si tu veux, les femmes que je reçois au micro des locomotives, beaucoup, tu vois, ont été salariées et puis un jour, elles ont eu un déclic et puis elles ont lancé un projet et tout a changé, etc. Comment ça s'est passé pour toi et à quel âge, tu peux nous rappeler, s'il te plaît, exactement, tu l'as dit, 24. À quel âge tu t'es lancée? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as bossé avant? Est-ce que, voilà. J'ai commencé du coup sur les réseaux quand j'avais 23 ans. J'étais encore étudiante à ce moment-là. J'avais énormément travaillé auparavant. Déjà, j'ai fait toutes mes études en alternance avant tout ça. Et puis, les jobs étudiants, c'était un peu le nerf de la guerre pour moi parce que j'étais obsédée par le fait de gagner de l'argent. Donc, vraiment, c'était mon leitmotiv à moi. C'était vraiment de gagner de l'argent. Donc, des boulots, j'en ai fait une tonne. Plein de petits boulots, tous les petits jobs qu'on peut faire. Et quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais encore caissière en supermarché pour payer mes études. Et donc, j'ai commencé quand j'étais encore étudiante, donc j'étudiais la communication. Et voilà, j'ai commencé tout simplement en partageant mes looks sur les réseaux sociaux. C'était le tout début d'Instagram, vraiment le lancement de l'application. Elle était là depuis quelques années, mais on l'utilisait pas vraiment, et surtout pas pour des créateurs de contenu. Donc j'ai commencé par un blog à la base. J'ai partagé mes looks dessus, je faisais le relais sur Instagram. Au début, on se contentait vraiment de 200 likes, 300 likes, et c'était déjà énorme. C'était énorme. C'était super. Et voilà, je me suis lancée comme ça. Et en fait, je pense que ce qui a pris à l'époque, c'était il y avait que quelques créatrices de contenu qui étaient déjà présentes et qui étaient vraiment très connues, mais c'est parce qu'elles avaient un budget pour les tenues qu'elles présentaient qui était beaucoup plus élevé que le mien. Et moi, je présentais des tenues qui étaient très accessibles. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence au tout départ. C'était voilà, le fait que tu puisses arriver sur mon blog plutôt à l'époque, et tu trouvais des looks très accessibles. Tout le monde pouvait s'habiller avec ce que je présentais sur mon compte. Et c'est quand même toujours le cas aujourd'hui. J'essaie de toujours garder cette ligne, de pouvoir présenter des choses accessibles pour mes abonnés. Trop bien. Et c'est ça qui te motivait aussi, j'imagine, parce que tu dis oui, donc mon leitmotiv, c'était l'argent. A priori, donc tu travaillais pour payer tes études, etc. Donc c'est pour ça que... Alors, j'ai 2 questions. Première question, ton leitmotiv de gagner de l'argent, c'est parce que c'était un peu galère et que tu essayais du coup de t'en sortir et de payer tes études et que tu te disais, ok, moi, plus tard, quand je serai adulte, plus grande, je veux pas connaître ça et je veux justement être à l'aise et pas avoir ce type de vie. On a toujours un peu manqué d'argent chez moi dans ma famille, donc mon objectif c'était d'en gagner, c'était de faire ce que j'avais envie de faire à la vingtaine, de vouloir sortir, voyager. C'est des choses que j'ai attendues avant de faire, mais de pouvoir de toute manière, je ne dépendais pas de mes parents puisque je pouvais pas dépendre d'eux, mais de pouvoir avoir ma propre indépendance. Donc ça, c'était mon premier objectif avec l'argent. Après, d'être sur les réseaux, c'était absolument pas un objectif de gagner de l'argent parce que, comme on le disait, il y a 11 ans,
personne ne gagnait sa vie avec les réseaux sociaux. Il y avait peut-être 2 influenceuses sur Paris qui gagnaient leur vie, mais je l'ai pas fait dans cet objectif-là parce que je pensais jamais pouvoir gagner ne serait-ce qu'1 euro avec ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Donc non, à la base, c'était juste pour partager. J'avais vraiment une passion pour la mode et j'adorais partager mes looks, j'adorais ce côté-là. J'ai toujours rêvé de ce côté un peu caméra, toujours un peu frustrée de faire 1m55 et de ne jamais pouvoir atteindre ça. Donc c'était un peu mon petit journal intime à moi où je partageais plein de choses. J'écrivais des articles tous les jours sur mon blog. J'ai vraiment grandi avec ma communauté, avec mes abonnés. Elles me connaissent super bien, elles connaissent plein de choses de ma vie, plein d'états d'âme que j'ai pu partager. Donc l'objectif en tout cas des réseaux à la base n'était absolument pas l'argent. Et après, au bout d'1 an, j'ai commencé à gagner de l'argent avec les réseaux, mais c'est un peu tombé du ciel, quoi. J'ai commencé avec l'affiliation à l'époque, donc pas du tout avec les collaborations avec les marques. Donc c'était vraiment dans le but de partager mes tenues, quoi. Et ça se sent, je pense que c'est ça aussi qui a fait que tu as réussi à générer une communauté, c'est que les nanas ont senti que tu étais authentique, que tu avais vraiment des trucs à partager et que tu avais envie de le faire avec le cœur. En fait, c'était juste du kiff. Et comme tu le dis, et moi ça me parle parce que on fait sensiblement la même taille, tu vois, je fais 1m57, je crois. Pas mal. Je crois. Il compte les centimètres. Ouais, voilà. Et pareil, tu vois, ça m'a toujours un peu frustrée. Donc je comprends trop ce truc de, ok, je suis frustrée, je peux pas être une mannequin de 1m80, donc tu sais quoi, je vais faire les choses par moi-même et je vais créer mon truc. Voilà, c'est ça. Et tes parents, du coup, quand tu as commencé à faire ça, à partager ces choses-là, à peut-être avoir une autre vision, peut-être que tu leur parlais de, moi je veux faire ça, peut-être dans 5 ans je me vois là. Est-ce que tu avais ces discussions-là avec tes parents ? Alors, j'avais pas une discussion sur l'avenir parce que j'avais aucune idée de là où je mettais les pieds, vraiment aucune idée. Je savais même pas que j'allais venir à Paris. Vraiment, j'avais aucun objectif par rapport à cette activité-là, de savoir où est-ce qu'elle allait me mener. Par contre, j'ai toujours été, mes parents m'ont toujours accompagnée là-dedans. C'est eux qui prenaient mes photos au départ. Ah, mais génial. Ouais, vraiment, ils ont toujours été d'un super soutien, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ont été d'un super soutien. Quand j'étais justement encore caissière au Leclerc, tous mes collègues me suivaient dans mon aventure, alors que j'étais déjà un peu sur Instagram, j'avais fait quelques vidéos YouTube. Ils étaient là, ils me soutenaient, ils ont toujours été hyper fiers de moi. Donc en fait, j'ai toujours été accompagnée de gens qui étaient hyper bienveillants avec cette activité-là, et mes parents notamment aussi. Et quand j'ai décidé d'arrêter mes études justement pour me consacrer à plein temps à ce métier, ils m'ont complètement suivi dedans et ils étaient complètement d'accord avec ça. On n'est pas hyper scolaire dans ma famille, donc voilà, ça. Mais c'était pas si grave que ça pour eux. Mes parents ne sont pas allés déjà aussi loin que moi dans les études, donc en tout cas ils n'ont pas été du tout réfractaires à l'idée que j'arrête les études pour me consacrer à plein temps à cette activité. C'est trop bien et c'est une vraie chance parce que comme tu dis, quand on vient justement d'une famille hyper scolaire, etc., qui te mettent la pression, tu vois, un peu comme dans la mienne, et quand tu fais ce saut-là, en vrai, c'est chaud parce que ils sont pas forcément avec toi parce qu'ils le comprennent pas, ils ont peur. Tu vois, tu sors du système un peu classique, sécure, machin. C'est vraiment un nouveau métier, mais vraiment un nouveau métier à l'époque, quoi. Exactement. On n'avait aucun exemple. C'était complètement. En fait, je l'ai même pas fait en me disant dans 10 ans je serai encore là, ou j'en sais rien, mais pas du tout. Je sais pas, ça se trouve ça allait durer que 1 an. Bien et sûr. Je me disais je fais une pause, après je reprendrai. Mes études ça se passait super bien, donc je me disais j'étais quasiment arrivée au bout de mon cursus de là où je voulais aller. Je reprendrai ma vie et je reprendrai le boulot, ce que j'étais en train de faire. Et voilà, j'avais pas idée que ça allait durer aussi longtemps et que j'allais en faire tout ça, quoi. Vraiment. C'est incroyable. Aucune idée. C'est génial et je pense que c'est aussi une force, tu vois, cette insouciance de justement ne pas se mettre la pression de il faut que ça dure tant de temps, il faut que je gagne tant d'argent, il faut que j'arrive à ça. Et finalement, je pense que ça t'a permis, tu vas nous le dire, de faire les choses avec énormément de plaisir. Tu vois, t'étais dans le kiff en fait. Ça a toujours été du kiff, même 11 ans après, c'est toujours du kiff, vraiment. Incroyable. Ouais, vraiment. Et ce que j'aime bien aussi, et on en reparlera, on va aller étape par étape de ton parcours, mais tu vois, aujourd'hui, quand on regarde ton compte Insta, on sent aussi que t'es pas dans la recherche de la performance du post, mais que tu partages, dis-moi si je me trompe, mais que tu partages vraiment, je sais pas, tes inspirations du moment, des belles photos. On sent que t'es toujours dans le kiff, quoi. Complètement. Moi, je partage toujours beaucoup sur Instagram, même si on a besoin de communiquer un peu sur toutes les plateformes. C'est vrai qu'Insta, je suis toujours hyper présente et j'ai toujours ce truc depuis le début. Même quand je suis en voyage presse avec d'autres influx, on me dit mais tu postes si vite. Moi, vraiment, je prends une photo, je peux la poster dans la journée. J'ai rarement mis le contenu à l'avance ou je poste, c'est hyper spontané. Donc ça, je l'ai toujours gardé.
Et du coup, voilà, c'est pas la performance à tout prix. Je cherche pas la plus belle photo, je cherche pas tout ça. Je poste juste ce que je fais au quotidien. Là, il fait beau, j'ai un look printanier, je vais le poster là. Je vais pas attendre d'avoir la plus belle photo. Enfin voilà, c'est hyper spontané ce que je poste sur Insta. Encore plus spontané maintenant sur TikTok. Donc non, j'ai jamais recherché à tout prix la performance. Je sais très bien qu'il y a des jours où c'est moins bien. On vit avec l'algorithme. Je me prends pas la tête avec ça et voilà, je continue mon petit bout de chemin sur les réseaux avec ce que j'ai envie de poster. Franchement, bravo. Et c'est aussi le fait que tu aies créé plusieurs entreprises, c'est hyper intelligent. Et ça aussi, j'ai envie de comprendre parce que tu as quand même fait un énorme switch. Alors peut-être que tu avais déjà cet état d'esprit entrepreneurial inné, tu vois. Mais comment ça se passe pour toi ? Déjà, à quel moment tu quittes ton job donc de caissière ? Comment ça se fait ? Est-ce que ça te fait mal au cœur ? Est-ce que finalement, tu aimais bien aussi ce job ? Peut-être tes collègues ou j'en sais rien ? Je sais pas. J'adorais mes collègues. C'était vraiment un job étudiant. Donc, c'était pas du tout le chemin sur lequel j'empruntais. Mais j'adorais mes collègues. Ça faisait 1 an et demi que j'étais là-bas et que ça me permettait de vraiment payer mes études. Hein. Donc, heureusement que j'avais ce job-là où on était plein d'autres jeunes en fait, à faire le même travail. On se retrouvait chaque semaine. Donc, oui, un petit pincement au cœur parce que même quand j'ai arrêté mes études pour me consacrer à plein temps à ça, vu que je bossais 2 jours par semaine au Leclerc et pendant toutes les vacances, j'ai continué à bosser au Leclerc mais 2 jours par semaine. J'avais un peu de mal à quitter ce poste-là. Mais quand est-ce que j'ai décidé de faire le switch, de tout quitter et de me lancer à plein temps là-dedans ? Tout simplement quand je commençais à vraiment bien gagner, c'est-à-dire à l'époque, une fois que j'ai gagné plus que le SMIC grâce à mon activité de créatrice de contenu, parce que donc je faisais de l'affiliation. À partir du moment où j'ai commencé à gagner ça, au bout du 2e mois où je gagnais plus que le SMIC, j'ai décidé d'arrêter parce que je savais que plus j'allais travailler, plus j'allais faire du contenu, plus je pouvais gagner de l'argent. Et que en étant en études, en alternance, parce que j'étais en alternance et je bossais en plus au Leclerc. Donc ça me faisait vraiment beaucoup d'heures de travail. Du coup, il me restait vraiment très très peu de temps et ça me passionnait en fait ce que je faisais. Ça me passionnait. Je me sentais plus épanouie là-dedans, d'écrire tous les jours. Vraiment, j'avais une passion pour l'écriture. Je l'ai toujours, mais ça s'est vraiment perdu parce que le blog s'est perdu, l'écriture s'est perdue, mais j'adorais écrire tous les jours. C'était vraiment mon rituel. Et penser à des nouveaux looks, chercher des inspirations, créer des nouvelles choses. Après, on a eu les premières vidéos qui étaient les IGTV à l'époque. Je suis vraiment arrivée avec les premières vidéos look. J'étais un peu à chaque fois la première sur tous ces sujets-là. Un peu moins aujourd'hui parce que maintenant on est énormément et les jeunes qui arrivent sur la plateforme sont extrêmement forts. Vraiment, ils ont une capacité, ils ont une créativité qui est énorme. Et on a notre âge aussi et c'est compliqué d'être toujours aussi créatif à notre âge. C'est vrai que j'imagine bien qu'à 20 ans, ils sont plus créatifs que nous parce qu'ils sont nés là-dedans, ils sont nés dans les réseaux, ils sont nés autour de ces vidéos, tout ça. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Donc, je fais toujours le contenu qui me correspond et je ferai jamais ce que les jeunes font aujourd'hui. Mais voilà, à partir du moment où je commençais à gagner plus que le SMIC avec cette activité-là. Vraiment, je l'ai fait, comme je disais tout à l'heure, en me disant que ça pouvait durer peut-être qu'1 an et qu'après, je reprendrais ce que j'étais en train de faire. Trop marrant. Ouais, vraiment, je l'ai pas fait en me disant, ça y est, c'est ma carrière, j'abandonne mes études, j'abandonne mon alternance et les stages que j'ai fait parce que je voulais devenir wedding planner à l'époque. Je m'étais toujours dit, je retournerai dans l'événementiel après. C'était pas... j'aurais jamais dit, dans 10 ans, je serais encore là, quoi. Vraiment pas du tout. Mais même 5 ans après. C'est ouf. C'est vraiment pas. C'était tellement le début des réseaux sociaux. J'imagine qu'aujourd'hui, tu commences sur les réseaux sociaux, tu commences à gagner ta vie, tu commences à avoir une notoriété, des abonnés, tout ça, tu te dis... Tu le fais pour ça, en fait, maintenant. Tu le fais pour ça, tu te dis, je vais faire plusieurs années là-dedans, je vais gagner de l'argent, je vais voyager, je vais avoir plein de cadeaux, je vais tout ça. Mais à l'époque, pas du tout. On n'imagine absolument pas que ça va se passer comme ça, pas du tout, du tout. C'est ouf. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un switch, genre une année, où vraiment il y a eu t'as commencé à générer peut-être plus d'argent ou plus de collabs, et peut-être même, est-ce que ça t'a fait peur ? Est-ce que tu t'es dit, attends, mais comment c'est possible que j'arrive toute seule à me créer mon propre argent et autant d'argent? Ouais. Si, la première année, le switch, ça a été du coup une année. J'ai été sur blog, un peu Instagram, une année entière. J'ai pas du tout gagné ma vie, rien du tout. Quelques cadeaux, mais vraiment très très peu, rien. Après ça, je me suis mis du coup sur les plateformes d'affiliation. J'ai commencé à gagner ma vie avec ça. Ça a duré quelques mois et en fait, je suis venue à Paris parce que mon ex de l'époque avait un boulot sur Paris, donc je suis venue. C'était absolument pas prévu au programme. J'avais pas du tout
imaginé l'idée de venir un jour à Paris vivre. Et en fait, quand je suis venue à Paris, j'avais déjà pas mal d'abonnés. Je sais pas, quand je suis arrivée à Paris, j'avais 60 ou 90 k, mais c'était déjà énorme. Pour l'époque, j'étais l'une des filles qui avait le plus d'abonnés sur Insta. Et en fait, quand je suis venue à Paris, là, t'as toutes les marques, toutes les agences, tout le monde m'a sauté dessus. J'ai fait 1000 rendez-vous et j'ai commencé à faire plein de collabs, alors que j'avais pas fait une collab avec une marque avant d'arriver à Paris, rien du tout. Et donc, c'était énorme. En fait, 3 semaines avant d'arriver à Paris, il y avait Garnier qui m'avait contacté pour faire une campagne qui était affichée dans toutes les grandes surfaces, tout ça. Vraiment, ma tête, elle était 4x3 dans les supermarchés. Et c'était mon premier cachet, donc c'était un gros cachet pour l'époque, qui serait plus les mêmes aujourd'hui pour une campagne comme ça, ce serait bien plus élevé. Mais c'était mon premier cachet, mais j'avais rien gagné à part ça, rien du tout. Donc ça, je l'avais fait 3 semaines avant, mon première grosse campagne. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, là, vraiment, j'ai commencé à bosser avec toutes les agences. J'ai eu plein de collabs, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent cette première année. Et je me disais pas... je me disais pas vraiment comment ça se fait que je génère autant d'argent. Tout allait sur mon compte. Je le voyais déjà comme une entreprise et j'étais dans un engrenage. Vraiment, les 2 premières années, je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie que ces 2 premières années. Jamais. Parce que je voulais continuer absolument le blog, continuer d'écrire tous les jours. Et j'avais tellement de travail, de choses à côté à faire que je n'avais pas du tout à Bordeaux. Et à Paris, j'étais constamment occupée toute la journée. Donc, je bossais le soir, je bossais le week-end. Je m'arrêtais pas. J'ai jamais autant bossé que ces 2 premières années. Mais vraiment, à la limite du burn-out à la fin de l'année, tellement c'était dur. Et ouais, j'ai commencé à faire beaucoup d'argent à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que tout de suite, tu as eu ce truc de te dire, OK, je gagne de l'argent, mais qu'est-ce que je fais de cet argent ? Ouais, direct. Parce que t'étais hyper jeune. Ouais, très jeune. Surtout mes parents, ils étaient salariés. Enfin, personne dans ma famille était dans l'entrepreneuriat. Donc, là, vraiment, tout était nouveau. Quand t'es auto-entrepreneur, de devoir faire ses déclarations tous les mois, tous ces trucs-là. Rapidement, en fait, la première année, quand je suis arrivée à Paris, j'ai dépassé le seuil d'auto-entrepreneur. Donc, j'ai pris un comptable. Donc, déjà, je me suis entourée d'un comptable qui a commencé à m'expliquer tout ce que je devais faire, comment je devais le faire. Donc, heureusement, j'étais entourée d'un comptable. Mais mon argent, je l'ai jamais jeté par les fenêtres, jamais gaspillé, j'ai jamais acheté plein de trucs de luxe ou autre, ça n'a jamais été ce que j'ai aimé. Le premier contrat que j'avais fait avec Garnier à l'époque, ce contrat-là, j'avais été payé 5 000 euros. Ces 5 000 euros, j'avais pris 3 000 euros dès que j'avais été payée et je les avais placés en assurance vie. Ah donc, ouais, mon premier contrat, je l'ai placé direct. Organisé, j'avais gardé 2 000 euros pour moi, pour me faire kiffer et j'ai placé directement 3 000 euros. Et donc après, j'ai jamais... dépenser mon argent à tout va, je l'ai toujours gardé, c'est pour ça que j'ai pu rapidement investir quand même dans l'immobilier. En fait, j'ai jamais eu ce truc, chez moi on n'a jamais été habitué à ça, en fait, à gaspiller de l'argent ou autre, donc déjà à l'époque je m'achetais mes fringues, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec Insta, tout ça, je m'achetais mes fringues pour pouvoir les présenter sur les réseaux, faire de la promo derrière, c'était vraiment, je me faisais kiffer comme ça parce que je m'achetais plein de fringues et j'étais trop contente, mais c'était pour faire des looks derrière, pour pouvoir après faire des articles, faire des vidéos YouTube, des vidéos look, tout ça. Mais sinon, je ne l'ai jamais dépensé dans rien voyager, je voyageais grâce au travail, mais sinon, même voyage perso, maintenant, mon kiff d'aujourd'hui, ça a été de pouvoir avoir une maison à Ibiza, mais jusqu'à présent, je voyageais très, très peu pour le perso, mais vraiment très, très peu. Là, je suis partie à Bali, ça faisait 1 an et demi que j'étais pas partie pour le perso à côté. Donc, incroyable. Mon exutoire, c'était Ibiza, et après, à côté de ça, je faisais rien d'autre. Je dépensais même pas dans les voyages, les restos. Dans les restos, ça, c'est sûr. J'adore bien manger. Je suis taureau, j'adore bien manger, donc les restaurants. Mais c'était les restos. Et après c'est tout, je l'investissais. Donc je hyper bonne gestionnaire en fait, malgré tout. Enfin, tu l'as découvert sur le tas en fait. D'abord je l'ai placé et après je l'ai investi dans l'immobilier. Trop bien. Et donc, tu as investi dans l'immobilier. Donc, alors, qu'on comprenne. Parce que tout ça, les filles, ça les intéresse, tu vois. Le move que tu as fait, tu t'es dit, OK, je commence à gagner un peu d'argent, je le place sur assurance vie. Assurance vie, sur d'autres placements, d'autres différents placements. Au début, j'ai fait 2 ans où j'avais juste l'argent sur mon compte, il dormait, je sais pas quoi en faire, jusqu'à que je commence vraiment à m'y intéresser, rencontrer les personnes qu'il faut pour me dire quoi faire. Donc, placement SCPI, différentes assurances vie, je fais des choses comme ça. Compte à terme, et après arrivé à un moment donné, je me suis dit ça y est, je veux me lancer dans le projet d'achat, et du coup après je pense il y a 5 ans, j'ai fait mon premier achat immobilier de ma résidence principale que j'ai rénové, et voilà. Trop bien.
Et t'as fait des achats IMO locatifs ou juste de l'achat-revente, tu rénoves? Non, achat-revente jamais. Projet locatif, j'ai fait mon premier l'année dernière. Ok. Du coup, voilà, mon tout premier. Mais sinon, j'étais plus concentrée sur ma résidence principale parce que à côté de ça, on parle de la mode, mais j'ai une grosse passion, c'est la déco. Et au-delà de la déco, c'est la rénovation. Vraiment, j'adore le stade de rénovation, tout ça, les travaux, c'est même ce que je préfère dans un projet IMO. Arrivé à la fin, limite, je me dis, ça y est, c'est terminé. J'aimerais bien repartir sur un nouveau. Bah oui. Vraiment, j'adore la phase de travaux. Trop bien. Et du coup, je me suis toujours plus concentrée sur ma résidence principale parce que j'ai du mal et j'ai toujours du mal. Même le premier projet locatif que j'ai fait là, je l'ai vraiment super bien rénové. J'ai fait quelque chose de très beau. J'ai encore du mal à imaginer la chose, rentabilité, location. J'investis je sais pas où en France parce qu'il y a un bon taux de rentabilité. Je suis pas trop comme ça, c'est encore des projets coup de cœur parce que j'aime trop la phase de travaux, la phase de rénovation. Donc je suis plus dans ce style d'investissement là. C'est pas forcément le meilleur, après ça reste toujours des bons investissements. C'est à Paris, j'ai un projet locatif aussi à Bordeaux où ma mère est dedans, mais du coup c'est plus du coup de cœur encore pour le moment. Je suis pas trop dans cet investissement là. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends totalement. Et ton appart, la résidence principale que tu as achetée du coup à Paris, c'est aussi c'est l'endroit que tu loues, The Hills? Non. The Hill d'Or. Après, voilà. J'ai investi donc ça dans la partie pro en IMO. Donc The Hill d'Or, c'est mes bureaux. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Ok, je savais pas si c'était relié chez toi ou il y a. Non, je sais pas. Ça c'est pro. Tous les autres de mes investissements, c'est du perso. Donc ça, c'est un investissement pro. J'ai repris une boutique et je l'ai complètement rénovée dans un esprit très justement Ibiza, béton ciré, tout ça, un peu complètement changeant de ce qu'on peut trouver à Paris comme style de déco de local. Et voilà, donc c'est mes bureaux. On fait aussi de l'événementiel. On fait plein de choses sur place. C'est un lieu complètement hybride. Là, en ce moment, il y a Caroline, qui est une artisane que j'ai déjà mis en avant plusieurs fois sur mes réseaux, qui fait du béton ciré. Elle est en train de faire une formation pendant une semaine sur place. Donc voilà, c'est un lieu complètement hybride. Trop bien. Mais oui, mais même moi, je m'étais renseignée pour faire un événement là-bas, mais bref, c'était trop petit pour le nombre de personnes. Ouais. Bref, mais canon, enfin, l'endroit a l'air dingue. Franchement, chapeau, Camille, t'as vraiment su mettre en place plein de choses différentes, diversifier, tu vois, tes ressources de revenus, investir. C'est hyper inspirant. Et surtout, ce que j'aime, c'est que tu vois, t'as pris le temps de faire les choses. Tu dis, ouais, voilà, j'ai investi dans ma résidence principale il y a 5 ans. Non, j'avais jamais fait de locatif, alors que tout le monde te dit, oui, fais tout de suite de locatif, machin. Tu fais, il faut que ça vive avec toi, en fait, j'ai l'impression. Complètement. Sinon, c'est impossible. Je suis pas capable de me lancer un projet si ça vibre pas. Je l'ai déjà fait et finalement, c'est un échec. Il faut que ça vibre avec ce que j'ai envie de faire, avec mon intuition de départ. Et sinon, c'est pas bon pour moi. Donc, il faut que je vibre avec le projet, ça, c'est sûr. Et je regrette pas du tout d'avoir investi comme ça dans ma résidence principale. Ça me permet d'être bien chez moi aussi. Chez moi, c'est mon lieu de travail. Donc, pour moi, c'est hyper important de me sentir bien chez moi. Et donc, je suis super contente d'avoir commencé par la résidence principale. Et du coup, j'ai revendu, j'ai racheté une nouvelle résidence principale et je suis encore plus contente de mon nouveau projet. Je me sens super bien. Donc absolument pas un regret. J'aurais peut-être gagné plus d'argent en faisant autrement. Mais en tout cas, je suis très heureuse là où j'habite aujourd'hui et dans ce que j'ai accompli dans ce projet. Donc, trop bien. Well done, j'ai envie de dire. On était donc, tu commences à avoir des collabs, ça change pour toi, tu commences à générer pas mal d'argent et tu commences à réfléchir un petit peu, ok, ça je positionne là, nanana. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes marquantes dans ton parcours? D'autres étapes marquantes, les collabs, je pense ma première marque que j'ai créée. Je pense que ça a été ça, le premier événement marquant, parce que pareil, j'étais dans l'une des premières influes à créer sa marque. Donc c'était quand même assez marquant de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais de ce côté-là, parce qu'on est entrepreneur quand on est créateur de contenu, on a sa propre boîte à gérer. Mais je pense que c'est ça. Avant, du coup, après l'autre événement marquant, ça a été le premier projet de rénovation. Mais ça a été le premier événement marquant. Donc, première boîte créée, qui a été une super aventure. J'étais associée à quelqu'un à ce moment-là. Ça s'est terminé au bout de 2 ans. Parce qu'à un moment donné, on n'était plus d'accord. Ça a été très compliqué, cette phase-là, pour moi, à gérer. Ça a été beaucoup de
beaucoup de soucis à gérer, mais maintenant que c'est terminé, c'est ok. Le temps passe et tout ça. Mais c'est vrai que ça a été une période qui n'a pas été facile. En fait, c'était génial au départ. Vraiment, je me suis éclatée dans ce projet-là. Au début, c'est parti d'une co-création. Donc pareil, c'était vraiment c'était génial de pouvoir penser à un produit, de le voir produit terminé, de voir ses créations. Et donc, dans le projet d'une marque, tout ce que j'ai fait en création de marque, tout a été vraiment pensé à chaque fois de A à Z. Le processus de création, il est super long, tout ça. Mais l'entrepreneuriat, à ce niveau-là, d'avoir des marques, tout ça, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Et je peux pas dire que je regrette parce que je suis contente d'avoir fait tout ça, d'avoir testé tout ça. Mais franchement, il y a aussi j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ces projets entrepreneuriaux, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et qui m'en demandent encore aujourd'hui. Et finalement, je sais pas si c'était pas de trop avec l'activité à côté d'un flux qui prend déjà beaucoup de temps. On est énormément pris. Le soir, on a les événements, donc en fait, c'est du matin au soir. On voyage, on est constamment occupé, et de rajouter ça, des sociétés en plus à gérer, j'avoue que c'est beaucoup. Il y a des choses qui me font peut-être plus vibrer aujourd'hui que ces projets à proprement parler, d'avoir une marque, parce que en fait j'ai pas assez de temps, tout simplement. C'est le temps qui me manque. Et par exemple The Île d'Or, je regrette pas du tout, mais je suis super contente de l'avoir. Ça, c'est un projet dont je suis hyper ravie, mais par contre c'est aussi des nouveaux soucis à gérer. C'est un local, il fait 230 mètres carrés. C'est énorme. Voilà, il y a souvent des soucis à gérer, une fuite, un rideau qui casse ici, tout ça, des lampes à changer, un problème d'électricité, le wifi et nanana, ça s'arrête jamais. Donc c'est des soucis à gérer, mais c'est ok. Mais c'est vrai que sur les marques à proprement parler, aujourd'hui, pour avoir Galéa, une autre marque du coup de prêt-à-porter maillot Santiago, je me rends compte, parce que ça je l'ai fait toute seule, du coup je me rends compte à quel point ça prend beaucoup de temps. Sûr. Le SAV, gérer les clients, d'être de l'autre côté, franchement les gens parlent très mal, vraiment. Et quand c'est pas quelqu'un qui gère tout ça à ta place, je pense que les gens n'ont pas idée que c'est moi qui gère tout ça maintenant, le SAV, et tu te rends compte à quel point en fait c'est dur de prendre toute cette énergie négative. C'est comme ça, les gens qui écrivent sur le SAV, c'est des gens qui sont pas contents, et en fait pour un petit truc ils en font une montagne, et donc t'as toute cette négativité en plus à gérer de tout le reste, alors qu'on a déjà la pression sur beaucoup de choses quand notre métier c'est notre image et tout ça. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, sur mon dernier projet par exemple, j'ai vraiment investi beaucoup d'argent. Je sais pas si j'aurais peut-être pas dû ne pas le faire. Ah merde. Ouais. Après, comme on dit, c'est un peu une phrase bateau, mais on apprend de nos erreurs, et c'est important aussi de faire ces moins là, erreurs. c'est la première fois où je touchais vraiment à tout, et je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment beaucoup de travail, et je me rends compte que je peux pas tout gérer. Mais bien sûr. C'est pas possible. D'avoir une marque, c'est un boulot à plein temps. Donc, et pourquoi ne pas avoir pris des personnes pour gérer justement? Au début, j'avais une équipe, une assez grande équipe, mais ça coûte très cher en fait. C'est là où l'investissement en fait, il est vraiment très élevé, et à un moment donné, c'est beaucoup d'argent dépensé. En fait, constamment, dès que tu vends, tu réinvestis, et en fait, tu dis, en fait, tout ça, tu le fais vraiment pour le kiff de créer, mais après pour rien d'autre à part gérer des problèmes, parce que d'avoir une marque, c'est vraiment gérer des problèmes, la plateforme de logistique, les problèmes de stock, les problèmes d'envoi, de tout ça. Quand les gens écrivent sur les SAV, je comprends qu'ils soient mécontents, mais en fait finalement on paye une plateforme de logistique pour qu'elle gère tout ça, et finalement la plateforme de logistique n'est pas compétente, donc tu changes de plateforme de logistique, et c'est que des choses à gérer tout le temps. Et je me dis, toute cette énergie, ce stress, tout ça, je sais pas si c'était pas vraiment nécessaire. Maintenant, je préfère me concentrer sur d'autres projets. Par exemple, je suis associée à Sister Astro. Le fait d'être associée, c'est pas moi qui suis à la tête de l'entreprise. Je suis là pour apporter des conseils, pour vivre le projet comme je le fais avec mon associée Jenny. C'est super. Donc ça, c'est un super projet. J'ai une conciergerie à Ibiza, Sloé, avec mon associé Damien, qui est vraiment... Mais elle est incroyable. C'est un truc de ouf, quoi. En fait, dès que j'ai quelque chose qui me fait vibrer, j'ai envie d'y aller à fond. J'ai envie
envie de tester tout ce qui se passe. Vraiment, Sloé, j'adore parce qu'on fait beaucoup aussi d'événementiels là-bas. On fait des voyages presse pour les marques. Là, on vient d'organiser une baby shower pour une influe sur place, tout ça. Et ça, c'est de l'événementiel, c'est ce que je faisais à la base. Et moi, l'événementiel, j'adore. J'adore m'occuper des gens, j'adore rendre des services, j'adore faire plaisir aux gens. Vraiment, l'événementiel, ça me passionne. Donc ça, je suis trop contente de cette partie-là. Mais j'ai mon associé là-bas sur place qui gère énormément de choses. Et moi, je suis là pour apporter des idées, être sur l'organisation, gérer bien le planning, tout ça. Mais après, au quotidien, c'est lui qui gère tout. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que quand je devais tout gérer dans une boîte avec tout ce que j'ai à faire à côté, je ne peux pas. Et donc, en fait, j'ai l'impression de ne voir que les problèmes. Et là, ça, c'est pas bon. Quand je vois les problèmes, c'est pas bon. Ça me fait plus vibrer. Mais exactement. Si t'es plus dans le kiff et que ça vibre plus avec toi, c'est pas possible. Ah ouais. Aujourd'hui, du coup, si on récapitule, faisons un petit arrêt sur image. Tu as combien de boîtes dans lesquelles tu as que toi et dans lesquelles tu es juste associé aussi? Donc, Noelita, mon activité d'influx. The Île d'Or, c'est relié à Noelita. Donc, pareil, The Île d'Or toute seule. Galéa, donc ma marque qui est toujours active, mais je suis vraiment en train de ralentir. J'ai pas envie de fermer tout ça, mais j'ai juste envie de ralentir. Là, je me suis donné une pause de 1 an pour pas créer de nouvelles collections, tout ça, pour avoir le temps juste de me sentir un peu sortir la tête de l'eau. Sister Astro, je suis associée du coup avec Jenny, mon amie sur ce projet-là, qui est une super boîte et que j'adore. Sloé à Ibiza, sur la partie événementielle, organisation de séjour, conciergerie. Et voilà, je n'ai rien oublié. Donc, entre-temps, j'ai eu Voilà, une marque de cosmétiques aussi, où j'étais associée avec un gros groupe. C'était pareil, c'était une super marque. J'ai adoré toute cette étape avec Voilà, mais finalement je me suis associée avec un groupe qui était super lui aussi, sauf que ce groupe-là avait des investisseurs. C'est quelque chose que j'ai toujours mis du temps à expliquer sur les réseaux, mais parce que c'était compliqué, parce que ça arrivait pile au moment où je fermais ma première boîte avec mon associé. Quand la boîte s'est fermée, on était en procédure pendant 2 ans, et quand la procédure s'est terminée, j'ai appris l'arrêt de Voilà. Donc ça a été un enchaînement de... complètement. Voilà. Donc voilà, ça fonctionnait très bien. Mais donc le groupe avec qui j'étais associée avait des investisseurs. Et après le Covid, il y a eu moins d'argent dans le groupe de manière générale. Et les investisseurs ont arrêté d'investir. Et ont stoppé, ont gelé tous les investissements. Et du coup, toutes les boîtes qui étaient rattachées à ce groupe-là, il n'y avait plus d'investissement possible. Donc nous, je venais de sortir les auto-bronzants qui avaient cartonné, on était sold out. Impossible de repasser commande. On ne pouvait plus faire de commandes, rien du tout. Et c'est la cosmétique. La cosmétique, c'est encore plus long que le prêt-à-porter. Quand tu veux créer des nouveaux produits, les processus sont extrêmement longs. C'est 1 an pour tester les produits. Avant, il y a toute la phase de test de produits. Enfin, pas de test, mais pour trouver le bon produit. Pareil, t'en as pour 6 mois, 9 mois. Donc, t'en as pour 1 an et demi avant de sortir un produit. Et donc là, tout était à l'arrêt. J'ai pris la décision au départ de racheter donc le stock. Ils étaient OK pas pour me revendre l'entreprise en elle-même, mais juste de me revendre le stock. Donc quand même de me faire une fleur, parce que c'était bien moins cher de racheter le stock que de faire un rachat de société. Sauf que tout prend du temps, les avocats, tout ça. Et je suis arrivée à un terme au bout de 6 mois, on était en procédure, où je me suis dit OK, là j'ai pas de produits. Si je veux racheter des produits, j'en ai pour je ne sais combien de temps. Et en fait, ça veut dire que pendant 1 an et demi, j'aurais pas parlé de la marque et j'aurais pris le risque financier de racheter tous les stocks pour ne pas être sûre de savoir où est-ce que je vais arriver derrière. Surtout la cosmétique, moi toute seule, je ne sais pas faire. Donc c'était se relancer, un nouveau challenge, un nouveau défi, de se dire est-ce que je me lance là-dedans ou pas. Et donc j'ai décidé après coup de pas racheter le stock de Voilà. Et du coup, Voilà a fermé ses portes. Malheureusement, alors que vraiment c'était un super projet et ça fonctionnait très bien, mais c'était pas de mon fait, et c'est pour ça en fait j'ai eu beaucoup de choses. Et entre temps, du coup, j'ai créé Galéa après l'arrêt de ma première boîte, et là j'étais toute seule et j'ai investi tellement d'argent. Et ça fait peur, ça aussi. Ouais, vraiment. Donc c'est en tout cas le conseil que je peux donner pour se lancer. En vrai de vrai, je regrette rien du tout, parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de me rendre compte aujourd'hui de ce que j'avais envie et ce que je n'avais plus envie, ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait moins vibrer. Mais le conseil que je peux donner, c'est que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, il faut avoir tout son temps. En tout cas, si tu veux l'amener quelque part, il faut être sûr d'avoir du temps, parce que sinon, il n'y a rien qui tombe par magie, en fait. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Donc, si on a le temps, si c'est juste un petit passe-temps à côté, c'est OK. Mais à partir du moment où tu veux emmener ta marque quelque part, que tu veux faire quelque chose, il faut avoir 100% de son temps. C'est l'entrepreneuriat, personne ne fera le travail à ta place, quoi. Donc, il faut être à fond dedans.
Oui, puis là, il faut rappeler que tu gérais évidemment beaucoup de projets, donc c'est pas pareil, tu vois. C'est beaucoup de choses. Mais oui, surtout l'e-commerce, tu vois, c'est quelque chose, quoi. C'est des vrais voilà. gars. Moi, je sais que je pense pas que j'aurais sûrement pas pu me lancer dans un projet d'e-commerce parce que toute cette gestion de stock, etc., comme tu dis, le SAV, les retours, ça me fait flipper, tu vois, c'est quelque chose qui me faisait peur, que j'avais anticipé. Et je trouve ça incroyable, les gens qui lancent des marques comme ça. C'est honorable, mais voilà, c'est un vrai boulot. Et effectivement, t'as raison, il faut avoir le temps de s'y dédier, de développer la marque jusqu'au bout. Complètement. C'est un vrai truc. Ouais. Est-ce que t'es passée par des périodes difficiles, psychologiquement Quand j'ai enchaîné déjà ma première procédure pour l'arrêt de ma première marque, des moments très difficiles parce qu'il y avait du pro et du perso du coup qui étaient liés. C'était mon premier échec, même si aujourd'hui je vois pas ça comme un échec parce que vraiment l'eau a coulé sous les ponts et maintenant je suis complètement soulagée de tout ça et c'est ok. Mais c'est vrai que sur le moment c'était très compliqué d'avoir à échanger tout le temps avec des avocats, de chercher une solution, de pas sentir comprise dans tout ça, c'était un peu compliqué. Et puis il y a toujours ce truc où, parce que t'es en procédure, tu peux pas en parler, donc t'en parles pas sur les réseaux, donc t'as l'impression que tu vis une vie un peu cachée, alors que ça fait des années que tu montes toute ta vie sur les réseaux, et là d'un coup tu sais que tu occultes toute une partie de ta vie, donc c'est un peu compliqué de voir sourire derrière la caméra alors qu'en fait t'as passé 2 heures au téléphone avec l'avocat et que en fait ça te prend la tête et que t'es en train de passer une journée de merde, mais en fait tu dois quand même faire des stories, tu dois apporter le sourire parce que les gens ils sont pas là pour, même s'ils veulent la vérité, t'es là pour apporter du positif sur les réseaux et pas l'inverse, tu vois. Donc ouais, j'ai eu des périodes, ça a duré, vraiment pas facile. Et après des choses perso, bien sûr, auxquelles tu ne parles pas sur les réseaux, pareil, qui te rajoutent toujours une couche. Donc non, j'ai eu des périodes un peu compliquées, mais bon, je me relève quand même assez rapidement. Je peux avoir des moments de down qui vont durer, je sais pas, ça dure jamais très longtemps. Genre, je suis vraiment dans mon noir pendant un moment et après j'arrive à remonter la pente. Et puis après, en fait, c'est toujours un exemple que je donne, la carte de la roue de la fortune, une carte du tarot. Donc c'est une roue comme un manège. Et il y a des années, je l'avais tirée et on m'avait expliqué, tu vois, c'est la carte de la roue de la fortune. Il faut que tu l'imagines comme ça. C'est que là, tu peux être en haut de la roue, donc là, t'es au top du top, mais la roue, elle tourne tout le temps. Donc parfois, elle met, je sais pas, des semaines à tourner, elle met des mois à tourner, mais d'un coup, t'es en bas de la roue. Et donc là, tu te sens trop mal. Donc t'es vraiment pas bien, t'es dans le noir, mais en fait, la roue, elle va monter. Et en fait, tu vois, j'imagine toujours ça quand je suis dans ma période sombre où je sais que je suis pas bien, j'ai l'impression qu'il y a que des merdes, que tout ça, je sais que la roue, elle va finir par monter et ça va aller mieux. Mais ça prend des semaines parfois, c'est pas elle va remonter demain. Bien sûr. Donc voilà, ça prend des semaines, mais je me dis toujours hop, un moment elle va remonter et je serai de nouveau au top, je serai hyper heureuse. Et puis voilà, et puis là je suis hyper heureuse en ce moment et puis peut-être dans 6 mois j'aurai une merde et je me dirai allez hop, je me retape, rebelote encore quelque chose et voilà, mais c'est le process, c'est la vie, elle complètement. Ouais. Et il y a des roues qui sont plus longues à tourner que d'autres. Absolument, voilà. Absolument. Et c'est un peu comme cette histoire d'échec, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de filles qui me disent oui, mais si j'échoue, si machin, c'est un peu le même process. C'est ok en fait. Bien sûr, tu vas en rencontrer des cailloux sur ton chemin, évidemment. C'est impossible un chemin. Exactement. C'est parfait. Mais ça fait partie du. Faut apprendre aussi. C'est bizarre à dire, tu vois, mais faut apprendre à kiffer aussi ces moments qui sont compliqués où justement tu dois te mettre un peu en mode solution maker. Complètement. Et quand tu résous des problèmes, je peux te dire que la satisfaction que tu as derrière, elle est immense. Et je dis toujours, c'est vrai que parfois j'ai l'impression que j'ai plus de problèmes que mon entourage. Je me dis, j'ai plus de choses à gérer. Mais je me dis toujours, c'est moi qui me suis mise dans ces problèmes. C'est moi. J'ai entrepris dans des nouveaux projets, j'ai investi dans plein de choses. Si j'ai des problèmes à gérer parce que je m'en vais en vacances à ce moment-là, il y a le rideau de fer qui tombe en panne et je dois gérer le truc et tout à distance. C'est moi qui ai décidé d'investir dans The Île d'Or, c'est moi qui ai décidé de prendre un local. Complètement. Ça veut dire que j'aurai des problèmes à gérer. En fait, si tu fais pas tout ça, t'as moins de problèmes à gérer. Mais bon, tu te lances dans des projets, il y aura des choses à gérer derrière. Donc, chaque fois, je me dis, je prends le recul en me disant, je l'ai voulu à un moment donné, donc c'est normal. Plus tu te fais de choses, plus tu as de problèmes à gérer. Complètement. On le dit souvent, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de problèmes à gérer. Oui, quand t'es ton propre patron. Mais bien sûr. Quand t'es salarié, t'as moins de problèmes à gérer, évidemment, parce que c'est ton patron qui les aura à gérer. Bien sûr. En tout cas, la responsable au-dessus de toi, c'est comme ça. Quand t'es dans l'entrepreneuriat, c'est toi qui as la tête du projet, c'est toi qui gères les problèmes. Mais on aime les problèmes. Voilà, on aime les problèmes. Tout est relatif. Ça fait partie du process. Mais c'est pour ça qu'on le fait aussi. Tu vois, moi, pareil, je regarde mes journées, je dis, putain, en ce moment, j'ai que des problèmes à résoudre. Ouais. Mais d'un côté, il y a une partie de kiff en mode, mais j'adore. Ouais, tu vois, je me vois pas faire autre chose. Ouais, c'est clair.
Donc c'est OK. T'as été coachée, mentorée, accompagnée? Que dalle? Pas du tout. Je suis coachée par Jenny, donc mon amie et fondatrice de Sister Astro. C'est une super coach du quotidien. Trop bien. Franchement, on s'appelle absolument tous les jours, mais dès que j'ai un moment de down, on peut passer 1h30 au tel où elle va me coacher. Justement, elle me connaît à la perfection. J'ai l'impression que c'est ma deuxième psy. Elle est pleine de bons conseils, donc je suis pas coachée par un professionnel, mais je suis coachée par elle. En tout cas, c'est sûr que c'est mon guide au quotidien, celle qui me coach. Trop bien. Ouais. C'est chouette que ça soit une amie à toi qui te serve de coach aussi, c'est trop bien. Et toi qui aimes justement être dans plein de projets, créer des choses, etc., t'as déjà pensé à investir dans des projets, être une sorte de business angel? Cette année, justement, je suis plus dans cette optique-là. J'ai débuté l'année parce que, en vrai, je dis ça, je parle de ces projets, de ces échecs, de ces remises en question, tout ça. Mais à chaque fois, j'ai adoré faire ce que j'ai fait. Évidemment. Et là, en fait, cette année, je me suis rendu compte en fait, que j'étais super bonne pour donner des conseils, pour accompagner les gens, mes amis, quand ils se lancent dans un projet ou qu'ils s'arrêtent sur un truc, quand ça va pas, tout ça. Je suis toujours de bons conseils. J'arrive, en fait, je me suis rendu compte que quand c'était pas pour moi, vraiment pour moi, j'étais de meilleurs conseils que quand c'était pour moi. Vraiment. Et du coup, je suis plus dans cette optique-là maintenant, de plus aider des entreprises et donc pourquoi pas de devenir business angel, tout ça. Donc je suis plus dans cette optique-là pour l'avenir que j'ai compris, je suis meilleure pour donner des conseils que pour les appliquer à moi-même. Mais souvent, c'est souvent le cas. Ouais. Mais c'est trop bien que tu te lances là-dedans. Je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes. Moi, j'en ai marre de voir que des hommes tout le temps. Là, c'est bon. Bien sûr. Faut un peu qu'on vienne complètement les envahir. Mais c'est trop bien. J'ai hâte de voir quels seront tes nouveaux projets. Est-ce que tu bosses là sur des projets en cours? Là, actuellement, je suis plus en train de faire un reset sur ma vie, de faire du tri, de faire de l'espace dans ma tête, dans mon emploi du temps, pour bien me réorganiser tout ça. Et ce sera plus pour la suite. Vraiment, je me suis laissée jusqu'à septembre. En fait, moi, on a 2 rentrées un peu dans notre activité. Et du coup, rentrée de septembre, ce sera place pour de nouvelles choses. Mais là, c'est ma moitié de l'année pour pouvoir faire de la place, du tri, le vide, et je repars de zéro. Et est-ce que, parce que tu parles de place, donc peut-être aussi dans ton entourage, tu refais un peu, je sais pas, dans mes animaux, est-ce que dans ton entourage, j'imagine que oui, a évolué depuis donc ces 11 années d'expérience, est-ce que tu as gardé aussi des amis de l'époque? Ouais, mes amis d'enfance, j'en avais pas plus que ceux que j'ai aujourd'hui, c'était les mêmes, j'avais pas une grande bande de potes quand j'étais à Bordeaux à l'époque, mais c'est toujours mes amis d'enfance, je les vois absolument tout le temps quand je vais à Bordeaux, tout ça. Donc, c'est toujours mon noyau. Pour moi, il est hyper important parce que c'est ceux qui me connaissent avant que je devienne connue sur les réseaux, tout ça. Donc, ce noyau-là, pour moi, il est hyper important. Et j'adore parce qu'ils me considèrent toujours pas du tout comme Nolita. Vraiment, pour eux, je suis Camille. Ils aiment bien me taquiner, me rentrer dedans. C'est vraiment mon noyau d'enfance. Et pour moi, il est hyper important d'avoir cette base d'amis. Après, j'ai fait plein de merveilleuses rencontres depuis que je suis arrivée à Paris. Des gens qui font toujours partie de ma vie, que j'ai rencontrés au tout début quand je suis arrivée à Paris, il y a 10 ans. Donc, qui font toujours partie de ma vie. Et d'autres personnes que j'ai rencontrées tout au long de ce trajet à Paris et qui font partie de ma vie aujourd'hui, qui sont plus dans l'entrepreneuriat, plus dans le même corps de métier que ce que je fais. Et c'est super parce qu'on partage des passions aujourd'hui en commun. Et donc, non, je fais de super rencontres depuis que je suis ici et d'autres personnes qui sont sorties de ma vie. Voilà, c'est en fait un peu comme le cycle de la vie. C'est vrai que les gens, parfois, ils te voient avec quelqu'un sur les réseaux et puis ils te voient plus avec et puis ils te posent des questions. Tout ça, c'est un peu comme tout le monde. Enfin, même si t'es pas sur les réseaux sociaux, parfois t'es ami avec quelqu'un pendant 2 ans, 3 ans, et puis d'un coup, l'amitié elle s'arrête pour X ou Y raison. C'est pareil. Quand on est influent, on fait un peu plus attention à qui on fait rentrer dans notre vie, évidemment, mais en tout cas, c'est la même chose. Parfois, des amitiés doivent s'arrêter et on a fait un bout de chemin avec certaines personnes et après, ça s'arrête. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et de toute façon, je crois qu'on renouvelle apparemment nos amitiés tous les 10 ans. Il y a un espèce de cycle, tous les 10 ans. C'est mon mec qui m'avait appris ça. C'est intéressant. Voilà, à voir si ça se vérifie. Et quand t'es rentrée justement dans le monde un petit peu de l'influence, est-ce que t'as aimé? Parce que peut-être que ça peut être un peu, je sais pas. Toi qui, en plus, tu vois, tu viens d'un milieu différent, t'étais, je pense, hyper dans l'authenticité, la vraie vie, etc. Là, tu passes, je trouve, dans
autre monde. Est-ce que tu as instantanément aimé ça ou est-ce que tu as eu une petite appréhension en mode oula, est-ce que ça va vraiment être fait pour moi, etc. Alors, le monde de l'influence, c'est-à-dire les événements, les collègues, ouais, les marques, c'est ça, pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Et franchement, ah ouais, non, ok. pas du tout. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Je me suis jamais sentie à ma place. Vraiment, le fait, vraiment, ma taille, ça a été vraiment toujours un truc. Ça me rassure. Je me sens tellement moins seule. Ouais, non. Je me suis toujours sentie. J'ai jamais été forte pour les grands make-up, les grands brushing, tout ça. C'est pas du tout moi. Et même là, après 10 ans, c'est toujours pas moi. Donc, c'est vrai que je suis toujours celle qui est le plus simple, comment elle s'habille, la moins waouh. Donc, en fait, ça n'a jamais été un grand kiff pour moi. Et ça l'est toujours pas aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, vraiment. J'aime être sur des événements, tout ça, que si je sais que j'ai des amis à moi qui sont sur place, si je suis accompagnée de Clarisse qui travaille avec moi, j'ai besoin de sentir ma zone de sécurité autour de moi. Sinon, je suis pas hyper à l'aise. Tout ça dans ce monde-là, parce que de manière générale, et aussi pour faire ce métier, c'est assez logique, même s'il y a des gens qui sont très timides, qui le font très bien. Je suis pas quelqu'un de timide du tout. Je suis hyper à l'aise quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, tout ça. Je suis la première à lever la main, à passer au tableau, à vouloir faire les exposés, tout ça. J'étais déléguée de classe. Voilà, genre vraiment, je suis pas timide. Mais c'est vrai que ce métier-là, c'est beaucoup de gens apprêtés, beaucoup de gens grands, beaux, tout ça. Et c'est vrai que non, je suis même toujours pas à l'aise aujourd'hui. Vraiment, je suis toujours pas à l'aise dans l'exercice. Quand il faut aller au festival de Cannes, tout ça, franchement, je le fais parce que je dois le faire. J'ai aucun kiff à faire ça. Première montée des marches, c'est génial parce que tu te dis, ta mère, elle t'a vu monter les marches. Ouais, c'est génial, je l'ai fait. Mais par contre, il y a aucun kiff pour moi à le faire. Vraiment, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Et t'as déjà pensé à arrêter? Non, jamais. Parce que tu kiffes, il y a quand même des parties que tu kiffes. Ah, mais c'est juste ça, en fait. Bien sûr. Après, bien sûr. Si je suis avec mes amis, si je suis au Festival de Cannes et que je suis accompagnée l'année dernière, je l'ai fait avec Jenny, par exemple, elle m'a accompagnée pendant une semaine, donc elle est avec moi sur les événements et tout. C'est ok, genre juste aussi j'ai ma zone de sécurité autour de moi, c'est ok. Vraiment, Clarisse, elle travaille avec moi au quotidien, elle m'accompagne quasiment sur tous mes événements, partout où je vais, sur tous mes tournages, tout ça, c'est ok, j'ai ma zone de sécurité, elle est là, en fait, je sais qu'elle va savoir ce qui se passe dans ma tête et juste en fait d'avoir ce truc de mon cocon, je me sens en sécurité, c'est ok. Mais sinon, c'est voilà, c'est juste, je suis pas hyper à l'aise, tout ça, mais je te dis ça, mais ça reste mon quotidien, j'ai l'habitude, et maintenant j'arrive toujours à être quelque part où il y a quelqu'un que je connais, une amie avec moi, à moi influenceuse, c'est ok. Mais si c'est nouveau, si c'est quelque chose de un peu trop médiatisé, tout ça, c'est pas, je suis hyper à l'aise, je suis trop contente d'y aller, je me sens super bien à cette place-là. Non. S'il y a quelqu'un avec qui, sur un événement, avec qui je sais que j'ai pas une bonne énergie avec la personne, ça va m'angoisser avant d'y aller, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que je suis pas dans la surreprésentation, je suis si je me sens pas bien, je fais pas de vidéos forcées, donc tu vois, il y a ce truc de si je me sens pas à l'aise, je sais que je vais pas être la plus à l'aise, donc j'ai toujours besoin d'avoir mon sas de sécurité avec moi. Comme on dit, Clarisse, c'est un peu mon agent de sécu. C'est pas grave pour moi, mais c'est mon agent de sécu, c'est mon sas de sécurité. Je suis dans ma zone de sécurité quand je suis accompagnée de gens qui me comprennent à 100%, et donc j'ai besoin de ça. Mais par contre, j'ai jamais pensé à arrêter, pas du tout. Et en vrai, j'arrive très bien à m'en sortir comme ça. Si je sais qu'il y a un événement, il n'y a pas forcément, c'est pas une RP qui m'invite, avec qui je m'entends super bien, que je sais que je vais avoir une copine qui va sur place, je vais simplement pas à l'événement si je suis pas. Bien sûr. Voilà. Si tu le sens vraiment pas. Je suis pas obligée parce que je suis pas rémunérée pour y aller. Je me déplace que aux événements où je sais que je vais me sentir bien sur place, que je vais avoir quelqu'un avec qui je vais passer une bonne soirée, un bon moment. Je le fais pas, je me force pas. Après, il y a des événements auxquels on doit aller et qui ne sont pas faciles. Genre, typiquement, vraiment, le Festival de Cannes, des choses comme ça. C'est clairement pas le genre de lieu où je me sens le plus à l'aise, du tout. Comme je te comprends, mais je comprends. Ouais. C'est vrai que c'est intriguant, tu vois. Moi, je pense que ça doit être cool de le faire une fois pour le faire, mais je comprends que ça soit pas forcément le truc le plus. Fin de journée, aux after-parties, où on est là, où tout le monde est plus chill, ça c'est ok. Mais après, la surreprésentation, c'est pas mon truc préféré. Ouais, je comprends. Et t'as quand même fait de belles rencontres parce que j'imagine que t'as beaucoup d'amis maintenant dans le milieu, que c'est toute ta vie. Enfin, ça fait partie de ta vie. Complètement. Majeure partie, quoi. Ouais. C'est fou quand même. Ouais.
Tu réalises des fois le chemin que tu as parcouru? Ouais, bien sûr, très souvent. Très souvent, je me pose et je réalise, bien sûr, c'est énorme. C'est énorme. Il s'est passé même tellement de choses. C'est au-delà du chemin parcouru, il s'est passé tellement de choses, tellement d'événements, tellement d'expériences que j'ai pu vivre et que je vis encore. Parfois, je rentre d'un voyage presse et je me dis, mais c'est fou ce que je viens de vivre. Même si même en soi, le voyage, qu'il soit beau ou autre, mais juste le moment que j'ai partagé avec les gens sur place, les fous rires qu'on peut avoir, les rencontres qu'on peut faire encore après tant d'années dans le métier, où c'est quelqu'un que tu vois comme ça de temps en temps sur les vidéos mais que tu connais pas vraiment, et en fait tu vas passer 3 jours avec la personne non-stop parce qu'on est en voyage presse, et je me dis putain, mais c'est une super rencontre et tout, et des moments que je partage, en fait c'est pas que de la représentation, c'est des moments de vie comme ça qu'on partage. On peut faire des dîners parfois où ça finit à pas d'heure et on va parler, on va rigoler, on va jouer à des jeux, des anecdotes, des trucs à raconter. Je me dis mais c'est fou que j'arrive à vivre encore ce genre de choses après 10 ans et à découvrir des nouvelles personnes. J'ai fait de super rencontres, mais vraiment de super rencontres. Je garde des souvenirs de gens qui sont incroyables, que j'ai vu comme ça sur des voyages presse. C'est toujours à ce moment-là où tu rentres vraiment, t'es dans une intimité. C'est normalement tu pars en vacances entre potes, là tu fais un voyage. Donc la journée tu travailles, le soir ça y est, c'est plus chill. Tu fais des super rencontres et tu dis c'est génial de pouvoir rencontrer des gens comme ça à 34 ans. C'est trop bien. C'est trop bien. Des équipes de tournage avec qui on est, tu vois, ou genre. Ça, c'est trop cool aussi. Génial, c'est génial. Vraiment. Et c'est quoi l'expérience la plus ouf que tu retiens, ou peut-être humainement qui t'a le plus marqué? Et franchement, j'ai même pas un truc comme ça qui me vient en tête, tellement est-ce que j'ai vécu des moments de fou. De ouf. Vraiment, je même pas. Je vais te dire le dernier truc que j'ai vécu, alors que 6 mois avant, j'aurais vécu un autre voyage où je me dis c'était exceptionnel avec ces gens-là, c'était merveilleux. J'ai 1000 anecdotes à raconter de moments que j'ai passés grâce à ce métier qui sont vraiment exceptionnels. Vraiment exceptionnels. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à des femmes, à des filles qui aimeraient justement, tu vois, se lancer dans l'influence, collaborer avec des marques, créer du contenu? Est-ce que tu as des recos, des tips, des conseils à leur donner? Maintenant, on est vraiment énormément sur les réseaux, donc il y a aussi de la place pour tout le monde. Franchement, tout le monde peut pop-up du jour au lendemain comme ça sur les réseaux. Franchement, j'ai même plus la recette miracle tellement parce que tu peux vraiment arriver. Il y a des nouveaux profils qui émergent tout le temps, donc. À l'époque, je te dirais ce qu'il fallait faire exactement pour réussir. Là, franchement, il y a une vidéo qui peut buzzer et après, tu continues sur ta même lancée et tu arrives à marcher sur les réseaux. Donc voilà, mais par contre, vraiment, le conseil number one pour fonctionner sur les réseaux, c'est sûr, c'est l'authenticité, c'est le naturel. Si c'est du copier-coller, tout ça, les gens ils finissent par le voir, ça se ressent. Donc c'est l'authenticité, et pour perdurer et pour rester en tout cas avec les années, oui, ça reste l'authenticité, ça reste vraiment d'être le plus sain en fait, le plus sain d'esprit, de pas vouloir le faire que pour la fame. Ça peut durer un temps, mais ça baisse aussi. Il faut pas être juste obsédé par ça. Il y a des phases où ça se passe moins bien, il y a moins de vues, l'algorithme il est moins bon, et j'ai pas ce truc à me prendre la tête. Tu dis ok, là il faut que je réajuste mon contenu parce que maintenant c'est plutôt ça qui marche et tout, mais il y a des phases un peu moins bonnes, et c'est ok. Moi, si j'arrive à rester comme ça depuis 10 ans et à kiffer toujours autant, c'est parce que je vis ma journée, je vis ma vie, et j'ai plus mes objectifs à chaque fois sur le long terme, en me disant ok, dans fin de l'année, d'ici 6 mois, je veux plutôt avoir développé ça, mais c'est pas à tout prix à me mettre une obsession, à vouloir atteindre des objectifs à tout prix. Je suis pas vraiment là-dedans, et je pense que si tu veux rester sur les années, c'est vraiment ça, c'est prendre aussi du recul sur tout ce qui se passe et accepter qu'il y a des phases un peu moins bonnes que d'autres, et voilà. Ouais, les anticiper, avoir conscience de ça, effectivement, je pense que c'est important. Mais ce qui est chouette, c'est que toi, tu as développé un écosystème avec d'autres projets, des boîtes, etc. Donc, tu ne dépends pas que de toi et de l'influence, quoi. Et ça, je pense que c'est un... Tu vois, ça, je pense que c'est un bon conseil. Je pense que demain, si tu veux être influenceuse, génial, crée du contenu, fais des collabs avec des marques, mais pense à développer ta boîte aussi. Ouais, bien sûr. Mais surtout, pense à ne pas dépenser tout son argent. Non, mais vraiment, c'est un vrai conseil. Je les vois aujourd'hui, tous les nouveaux qui arrivent, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent d'un coup, et ils claquent tout. Bon, après, voilà, mais franchement, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'avoir commencé et de ne pas avoir claqué tout mon argent. Je suis contente aujourd'hui d'avoir investi, et si demain ça s'arrête, j'ai mes investissements, et si je dois revendre des choses, tout ça, au moins, je ne l'ai pas dépensé dans des choses futiles.
Je vais dépenser dans des choses qui sont là, qui sont concrètes. Donc vraiment aussi un conseil, c'est de pas dépenser tout son argent. T'en as vu aller très haut et chuter d'un coup, genre plus rien? Ouais. Putain. Il y en a. Bon, il y en a qui sont encore très hauts, mais qui ne savent pas gérer leur argent et qui s'en sortent pas tous les mois avec... on fait beaucoup d'argent, on génère beaucoup d'argent. Donc, il faut aussi savoir faire attention à cet argent et le dépenser à bon escient. Investir dans son entreprise, prendre des salariés qui t'aident à développer des choses. Tu vois, ça aussi, c'est de l'investissement. C'est pas de le dépenser à tout va. C'est pas de se dire, je vais m'acheter un énième sac Chanel ou Hermès. Enfin, je peux te dire que tu peux payer un salarié pendant bien des mois avec ce que tu vas dépenser dans un sac à main. Oui, c'est vrai. À la place d'un sac à main, tu vas acheter une cuisine dans un studio. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, ça va se passer de mode. Moi, j'ai toujours préféré faire attention à l'argent que de le dépenser comme ça à tout va, quoi. Ouais, t'as raison. Alors, évidemment, t'as raison. Très bon conseil. Donc, je pense que le conseil à donner, c'est de faire attention à son argent quand même. Parce que ça va vite et on n'est pas éternel sur les réseaux. C'est clair. C'est clair. Non, et puis, plus une carrière qui est plus on avance, éphémère. Quoique, je sais pas si t'as vu, il y a beaucoup de nanas maintenant, 50, 60 ans là. Ouais, c'est un truc de ouf. Bien sûr, c'est bien. C'est très bien. C'est trop génial. bien. C'est sûr que ça va continuer d'évoluer comme ça. Mais on ne gagnera pas l'argent. Je pense que dans 10 ans, imaginons que je suis encore sur les réseaux, j'en sais rien. Je gagnerai certainement pas ce que j'ai gagné ces dernières années en étant au top du top, à bosser avec je ne sais combien de marques. C'est normal. Ça évolue, tu vois. Donc, c'est bien de faire attention à son argent pour se dire de se constituer une petite sécurité derrière. Se constituer une retraite aussi, on est indépendant, tout ça, c'est important de faire attention à tout ça, quoi. Son patrimoine, ouais. Oui. T'as totalement raison. Merci pour ces petits conseils. C'est plaisir. Tu as un petit mot devant toi. Oui, alors, alors, qu'est-ce que c'est que ce petit mot? Je le soulève. Ouais, tu peux le lire. En fait, chaque invité écrit un petit mot à la prochaine, mais elle ne sait pas qui tu es. C'est juste que je t'appelais Camille. Ok. Et donc, moi, j'ai le mot de quelqu'un ou pas? C'est celui-là. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais que c'était ça là, que je devais. Bon, je le lis à voix haute. Ouais, exactement. Okay. Peux-tu partager ton mantra, ta meilleure citation? D'accord, je pensais que c'était le mot qui était à tout le monde et du coup, je devais lire le mantra et la meilleure citation de la personne précédente. Ok, tu veux que je dise à voix haute? Exactement. Bonne question. Waouh. T'as le droit d'avoir un petit délai de réflexion. Ouais. En fait, j'ai la meilleure personne pour ça qui est Jenny, justement. On l'appelle Jenny. Elle est avec 1000 citations, toujours. Et après, ça peut être ta philosophie de vie. Ouais, ma philosophie de vie, c'est de... tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est d'aller au bout de ses rêves, de ne pas se mettre forcément dans des cases, de ne pas avoir peur de faire les choses, parce que de là où j'ai commencé pour être arrivé là aujourd'hui, je suis le meilleur exemple pour montrer qu'on n'est pas destiné à forcément à une chose dans la vie. Tant que t'as la motivation, tout ça, tu peux faire vraiment plein de choses. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire les choses, mais en tout cas, il faut faire tout de même attention à ce qu'on fait, de ne pas se brûler les ailes. Mais en tout cas, c'est de vivre à fond ses projets, vivre à fond sa vie et de le vivre avec le plus grand kiff, parce que tout ça, c'est que du kiff. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été que du kiff. Donc voilà, c'est de profiter de la vie. Et voilà. Et je pense que c'est le plus important. Merci. Merci à toi. Trop bien de te recevoir ici. Franchement, c'était trop chouette d'avoir un petit peu les dessous de ton parcours. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté. Pour toutes les filles qui regardent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à poser des questions pour Camille ou moi, peu importe, on s'en fout. Posez des questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à nous laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute comme Spotify ou Apple Podcast. Un immense merci à Camille pour ta présence. Vraiment, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Très vite. Ciao. Salut.